alors, on continue. Le régime de Ford dit lancer un mandat d'arrêt international contre les jeunes du M66. Quelle chance a ce mandat d'aboutir, d'après vous? Bon, Ali, tu sais que je ne pratique pas généralement la langue de bois. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, dans cette histoire de mandat d'arrêt, c'est des brigands. Tu vois, le Togo, c'est une république victime de ce qu'on appelle capture d'État. Notre pays est capturé par une bande de voyous, de mafieux, qui se servent à l'envie, qui vivent dans l'opulence, en dette, pour s'engraisser, pour imposer des sacrifices aux générations actuelles et aux générations de demain. C'était un 21 septembre. Donc c'est le 21 septembre. Oui. Ça va? Tu peux aller? Donc, oui, maintenant ça va. C'est le 21 septembre 1990 que entre-temps, ayant été obligé de nous déférer à la prison puisque le dossier secret, les Congolais disent à Sekele, pour parler de secret. Son secret était révélé au grand jour. Donc, il a été obligé de nous transférer à la prison pour outrage et appel à la révolte à l'endroit de son armée personnelle, que nous n'avons pas le droit de nous adresser aux officiers et aux soldats. Comme toujours. Donc, c'est le 21 septembre, là, à l'audience, qu'avec les avocats, nous avons parlé. C'est la première fois que les Togolais voyaient des jeunes gens s'exprimer politiquement et assumer des opinions politiques. Oui, oui. Alors qu'on s'attendait qu'on vienne pleurnicher, non, nous sommes venus gaillardement, courageusement, pour dire voilà, comme Amron l'a fait l'autre jour. Oui, comme Amron l'a fait. Nous sommes venus dire tant que nous voulons, effectivement, nous sommes des Togolais, nous sommes concernés par la gestion de la vie publique et que nous pensons que ce qui est fait, ce n'est pas conforme à l'intérêt général. Où est-ce que vous le disiez? Mais à la barre du tribunal. Voilà. Non, je vous pose cette question parce que je veux lier ça à une date. Comme je vous ai posé la question concernant le MO5. Donc, est-ce que... Non, c'est après le 21 septembre que le jugement n'a pas pu être délibéré. Donc, voilà. Le juge du tribunal, qui est Chris Agbetome, l'ancien ministre de la Justice, était le jeune magistrat à l'époque, et c'est lui qui devait s'en référer à la présidence pour savoir quel traitement nous donner, étant donné que nous sommes venus même assumer nos actions. Donc, le verdict devait être rendu le 5 octobre 90. C'est le 5 octobre là que l'écho du 21 s'est répandu partout à Lomé. C'est pour ça que les gens ont été dopés. Parce qu'il s'est passé le 21. Et les étudiants se sont mobilisés, les badauds se sont mobilisés pour venir au tribunal, pour voir ces jeunes prodiges qui ont osé défier Yadema. Voilà, c'est comme ça que le 5 octobre était né. Bon, donc après le 5 octobre, une semaine après, Yadema a décidé de nous libérer grâce à sa magnanimité et tout. Moi, nous avons été remis en liberté, mais suivis tout le temps, traqués tout le temps. Tous nos déplacements étaient surveillés. Bon, heureusement que le mouvement a tellement pris que ça nous a mené à la conférence nationale souveraine. Bon, donc c'est après le 5 octobre et avec la conférence nationale et le retour des exilés politiques togolais que l'idée a germé entre un certain nombre de jeunes dont je ne vais pas me risquer à citer le nom de façon exhaustive, pour d'en oublier un,
comme ça s'est passé tout à l'heure. Donc, je vais juste citer quelques têtes en disant que Tabio Amorin, par exemple, était parmi nous. Et que c'est Tabio Amorin, en l'occurrence, qui a dit, parce qu'au moment où on faisait le casting pour chercher, trouver le nom, c'est Tabio Amorin qui a eu l'inspiration de dire, bon voilà, MO5, mouvement du patriotique du 5 octobre. Et c'était trouvé. Et l'unanimité s'est faite autour de l'appellation de suite, sans hésitation. Voilà. Donc le MO5 est né de là. Oui, oui. Est-ce que mon explication... Oui, je vous suis. Oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, les jeunes, vous qui ne comprenez pas, enfin, le sigle MO5, c'est le mouvement du 5 octobre. Voilà. Et ce mouvement-là célèbre presque chaque année. Et l'actuel responsable, vous dites président ou secrétaire du MO5? Coordinateur général. Coordinateur général. L'actuel coordinateur général, c'est le frère Éloi Koussao. Mais je pense que le premier coordinateur du MO5, c'était M. Bassirou Ayeba, n'est-ce pas? Ayeba, oui. Le deuxième était Adjepade. Adjepade, voilà. Adjepade. Qui arrive dans l'ordre. Voilà. Si toutes ces personnalités suivent ici, si toutes ces personnalités nous suivent ici, nous leur disons bonsoir, on leur fait un coucou. Et merci pour le grand travail que par le passé vous aviez abattu. Vous êtes battu contre ce régime. Et grand merci. Donc, je crois que la nation tout entière vous sera reconnaissante un jour. Merci. Bien, puisque nous parlons du mouvement du 5 octobre, il y a aujourd'hui un mouvement dit le M66, oui, à la tête duquel il y a 4 faillants jeunes qui ont lancé les hostilités au Togo depuis le 6 juin dernier. Que pensez-vous de ces jeunes et de leur mouvement? Pensez-vous que le M66 se situe dans le même contexte que celui du MO5? Oui, on dit autre temps, autre mœurs, n'est-ce pas? L'adage est bien connu. Autre temps, autre mœurs. À notre époque, nous n'avions pas la chance de disposer des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'espace public au Togo s'est rétréci. Le régime a tout resserré, a tout verrouillé de nouveau. De telle sorte que nous sommes pratiquement dans la phase aujourd'hui qui est tout à fait comparable à la situation dans laquelle se trouvait le pays la veille du 5 octobre 90. Il n'y a aucune liberté au Togo, même pas une liberté d'association, même pas une liberté de réunion, puisqu'on empêche les gens de se rassembler pour s'exprimer. Vous avez vu l'incident qui s'est déroulé, la barbarie qui a été perpétrée au siège de la CDPA il y a quelque temps. Oui, oui, avec le monsieur Sagna. Monsieur Sagna et tout ça. Sagna, oui, le député. Il y a 2 semaines, vous avez vu comment une délégation de la société civile a été empêchée de déposer des gerbes de fleurs à la lagune de Verre. Après que voilà, oui, la délégation de monsieur et jetée dans les eaux de la lagune. Vous avez assisté à ça. Oui. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui appelle quasiment à l'insurrection, parce que le peuple est tellement comprimé. Toute possibilité de contestation est systématiquement réprimée et étouffée dans l'œuvre. De sorte que aujourd'hui, l'atout majeur dont dispose la jeunesse, c'est pratiquement les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que c'est formidable que ces jeunes blogueurs, ces jeunes tiktokers aient eu l'inspiration salutaire de s'organiser pour mener le combat sur cette dimension virale, virtuelle. Et ça a pris. Parce que d'ailleurs, ils ont les mêmes codes de langage que la jeunesse qui est aujourd'hui au Togo. Parce qu'ils sont plus ou moins de la même génération. Donc, ce qui fait que le message passe à profusion. Ils se comprennent à demi-mot. Donc, je pense que c'est
c'est un atout que nous devons accueillir, entretenir et en faire vraiment une situation qui va permettre de mener la lutte de façon efficiente. C'est pourquoi personnellement, moi j'encourage les membres du M66 à continuer de produire leur effort, de produire leur mobilisation, l'effort de mobilisation. Je les soutiens absolument. Oui. Merci. Le jeune Amron est à la base l'instigateur des événements récents au Togo. Donc, c'est sur son instigation que les jeunes du M66 se sont levés, puisque Amron lui-même a été arrêté. Donc, il a été à cet effet arrêté et relâché quelques semaines plus tard, alors que plusieurs jeunes croupissent dans les geôles de la dictature depuis plus de 6 ans. Selon vous, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Bon, je vais commencer par payer une fière chandelle à l'honneur de notre frère Amron, Talla et Sawé, qui est une incarnation de l'audace et du courage politique, du courage civil, comme on dit. Quand j'y pense, la manière, la méthode, la philosophie dont il est porteur, sa manière d'articuler son action de contestation, tout ça, je me dis qu'il est génial. Mais il a un cœur de lion. Et il faut le dire, sans ménagement. Il faut le dire. Sans faire fil bouche. Parce qu'il est improbable qu'un Togolais qui connaît la capacité de répression, de destruction du régime d'Engassingbe, un Togolais résident au Togo, en ces moments, témoin de toutes les barbaries, de toutes les violences dont les Togolais sont quotidiennement l'objet, se prennent en charge, prennent son courage à 2 mains et à 4 pattes de cette façon-là pour s'exprimer à visage découvert et de façon vigoureuse sur la gouvernance de Fort Yadema et Fort Gnassingbé, qui est là aussi un lapsus révélateur. Beaucoup de personnes parlent de Fort en disant toujours Yadema. Ça témoigne de la non-rupture, qu'il n'y a jamais eu de changement de méthode. C'est vrai. Moi-même, je commets souvent ce lapsus. On dit Fort Yadema, alors que c'est Fort Gnassingbé. Ça veut dire que le Père et le Fils sont un. Comme l'Esprit et le Christ sont un. Donc, il n'y a pas eu une nuance dans la gouvernance. Au contraire, la situation de notre pays s'est aggravée. La pauvreté s'est aggravée. Le mal-être des Togolais s'est aggravé. Les infrastructures, le manque d'infrastructures s'est aggravé. La corruption a pris des dimensions stratosphériques. L'endettement de notre pays est aujourd'hui abyssal, à un niveau jamais atteint. Et on se demande à quoi servir toute cette montagne d'endettement. Donc, qu'un jeune Togolais vivant sur le territoire ait eu le courage de dénoncer, de faire face à ça, de montrer poitrine devant ce train de 10 000 tonnes, alors c'est un courage monumental qui ne peut jamais cesser de saluer. Bon, donc, au-delà de ce courage, il a porté un message à tout le peuple togolais. Et ce message-là, c'est le message de l'unité nationale. Parce que pendant longtemps, le régime, à travers ses méthodes de manipulation et de division, a réussi à dessiner une ligne de démarcation entre le nord et le sud. Le sud supposément contestataire et de mauvaise foi, et le nord supposément fidèle et loyal. Donc, l'irruption de Amron sur la scène
politique a mis à bas ce mythe-là. Mais la question que tu te poses, ou bien que tu me poses, à savoir, quel est l'objet de cette mesure de libération? Oui, deux poids, deux mesures. Alors que les autres croupiers sont en prison il y a plus de 6 mois. Jean-Paul Omoulou, oui. Les fadèles du PNP, les tigres de la révolution qu'on on a arrêtés. Et donc, beaucoup ont péri déjà en prison. Le poète Affection, qui croupit là. Oui, Affection. Arbitrairement en prison pour rien du tout, pour avoir dit fait à part. Quand les citoyens disent fait à part et qu'ils se retrouvent embastillés le lendemain, les gens se posent des questions. La folie a atteint un niveau sans précédent dans la gouvernance de Faure Gnassingbé. La dérive dictatoriale a atteint des pics pour sa gouvernance. Bon, donc, je me suis posé la même question aussi. Pourquoi le dernier qui a été arrêté a été remis en liberté, alors que des prisonniers politiques tout aussi innocents, des prisonniers civils, sont gardés, maltraités, torturés, gardés en prison pour rien du tout, par pure méchanceté. Je me suis posé la question, pourquoi Amron et pourquoi pas les autres? Alors, la réponse que je me suis faite, c'est une réponse qui m'a beaucoup rassuré. Et cette assurance, je voudrais la partager aujourd'hui sur ton plateau avec nos compatriotes. C'est que les Togolais ont déjoué une manœuvre de division, une énième manœuvre de division. Le pouvoir, dans ses calculs machiavéliques, voulait, en procédant de la sorte, amener à la révolte des autres qui se disent, bon voilà, parce que lui, il est de la maison, voilà, il est un des leurs, il est un cabier, c'est pour ça qu'il a été libéré, les autres pas. Les Togolais ont compris le jeu. Les Togolais ont compris le piège et ils l'ont évité avec habileté. Donc, puisque tu me donnes l'occasion d'en parler publiquement, je voudrais dire et insister là-dessus que c'est une manœuvre de division que le pouvoir a orchestrée pour désarçonner ceux qui se mobilisent pour demander la fin de la dictature. Mais à cet appât-là, le peuple togolais, mûri par trop d'expérience, par trop de pratiques malhonnêtes, a compris le jeu. Et je dis pour finir que lorsque le dindon finit par comprendre la farce dont il est l'objet, il ne lui reste plus qu'à changer les rôles, intervertir les rôles. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que le Togo est uni du nord au sud. Et nous en avons eu la preuve il y a une semaine, lors des festivités d'Evala. Ouais. Malgré tous les yeux doux que le roi fainéant voulait faire à la foule, on a vu qu'il a été bel et bien boudé. Tout à fait. Voilà. Merci Tino. Et dans le même ordre d'idée, il y a Madame Marguerite Nyakade qui a sorti ou qui a publié 4 ou 5 brûlots contre Faure Gnassingbé et sa mauvaise gouvernance. Bon, puisque nous parlons de 2 poids 2 mesures, Amron a été libéré alors que les autres croupis sont en prison. Madame Nyakade est là. Elle a sorti des textes beaucoup sévères, mais il y a de la vérité dedans. Mais cette femme est là, elle n'est pas inquiétée. Mais de quelle humilité jouit cette femme pour qu'elle ne soit pas inquiétée, selon vous? Quelles sont les raisons pour lesquelles, ayant sorti ce texte-là poignant, et
Et elle est là, elle n'est pas inquiétée. J'avoue que tu me prends là de court sur cette question. Ce que je peux dire, sans hésitation, c'est que j'éprouve un respect énorme pour cette dame, pour le courage et l'acte qu'elle a su poser. Pour la gente féminine, ce genre de pugnacité, de courage et de pugnacité, il y en a, mais ça ne court pas les rues. Parce que dans notre société, l'éducation des filles fait que, on dit généralement, tu es une femme, occupe-toi de la maison, occupe-toi du foyer, occupe-toi de tes enfants. Et même, quand une femme a acquis dans son cursus, dans son parcours, des qualités et beaucoup de compétences, elle reste toujours regardée de haut par la gente masculine. Mais cette dame, en s'assumant de la manière qu'elle l'a faite, a montré beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Parce que les sujets qu'elle a mis sur la place publique ne sont les sujets qu'elle a mis à la portée du public ne sont pas des questions légères, c'est des questions de gouvernance, c'est des questions d'importance capitale pour la vie des citoyens, pour la vie de la nation. Le constat est implacable. Lorsqu'elle dit que 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé n'ont rien donné et que le Togo n'aura d'avenir qu'avec un nouveau départ sans ce mec, sans ce monsieur. Ça, c'est une déclaration forte. C'est une déclaration de synthèse, c'est une position de synthèse. Normalement, à ce jour, toutes les tractations politiques que nous devrions mener, ou bien que les acteurs politiques au Togo peuvent encore mener, doivent être construits sur cette base que 20 ans de statu quo et de pourrissement de la nation, et on ne saurait en prendre davantage. We cannot take it anymore, disent les Saxons. On ne peut plus en prendre davantage. Donc, toutes les tractations politiques que nous devrons mener, si nous sommes des acteurs politiques habiles, devront se construire sur ce socle que 20 ans, c'est déjà trop. Il faut aller vers des solutions de rechange. Et je ne sais pas, quand j'y pense, avec le paysage politique aujourd'hui, le microcosme politique aujourd'hui, avec les acteurs qu'il y a aujourd'hui, je me dis que généralement, quand un pays a atteint ce niveau d'agacement, quand il y a ce niveau de malaise et d'agacement dans une société, que le pays devient mûr pour un coup d'État militaire. La situation de notre pays aujourd'hui appelle qu'on s'adresse de façon sincère, avec un langage de l'âme, du cœur, aux officiers togolais. Parce que la clé aujourd'hui, oui. Sinon, j'ai une question pour ça, on en viendra. D'accord. Mais pour le moment, nous parlons de... Donc, attends, je vais finir, je vais chuter bientôt sur la question de la dame, Madame Dame Nyakade. Oui. Donc, si tu me dis, voilà, elle a dit des choses graves et elle n'est pas inquiétée. Il y a un moment, il y a quelque temps, elle a dit qu'elle était surveillée, il y avait des drones qui se volaient du revolter au-dessus de son toit. Bon, oui, un drone qui s'est posé sur son toit. Des mesures d'intimidation, mais comme paraît-il qu'elle a eu des enfants avec le prince et des enfants avec le grand frère du prince, donc il y a des liens de sang. Il y a des liens de sang qui peut-être la préservent un peu. Là, tu as fléché le cas, parce que
des bouches disent que c'est parce qu'elle a des enfants avec le prince, avec Ford, que Ford a des difficultés à lui créer des problèmes. Parce que si quelque chose arrive à cette dame, ben, qu'est-ce que les enfants, ses propres enfants, lui diraient, lui Ford? D'autres disent que cette dame a été au cœur du régime. Elle connaît tout. Compte tenu de ce qu'elle écrit, ce qu'elle publie, elle connaît beaucoup de choses. Et que si Ford se hasardait à la prendre, là, elle sera obligée de tout gâter, de tout dévoiler, et ce ne sera pas bien pour Ford. Voilà les deux. Qu'est-ce que les gens avancent? Ok. J'en prends d'autres. Moi, j'entends de gauche à droite. C'est ça. Bien, alors, on continue. Le régime de Ford dit lancer un mandat d'arrêt international contre les jeunes du M66. Quelle chance a ce mandat d'aboutir, d'après vous? Bon, Ali, tu sais que je ne pratique pas généralement la langue de bois. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, dans cette histoire de mandat d'arrêt, c'est des brigands. Tu vois, le Togo, c'est une république victime de ce qu'on appelle capture d'État. Notre pays est capturé par une bande de voyous, de mafieux, qui se servent à l'envie, qui vivent dans l'opulence, s'endettent pour s'engraisser, pour imposer des sacrifices aux générations actuelles et aux générations de demain, en pressant la population de diverses manières, la pression fiscale et tout. Ils ont endetté nos fils, nos petits-fils sur des générations. Et c'est eux qui aujourd'hui lancent des mandats d'arrêt contre d'honnêtes citoyens. Ils n'ont jamais mangé un cafla, un botocoin dans la presse publique. Alors, on est dans quel monde là quand même? Où sommes-nous là? C'est ça. Bon, donc, quand on est confronté à des situations de ce genre, des contrariétés énormes de ce genre, je crois que la seule issue est que les Togolais, à un moment donné, puisqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'institution crédible auquel on puisse se confier et à qui on puisse faire confiance, les Togolais sont obligés, à un moment donné, de se prendre en main, d'une manière ou d'une autre. Pour éviter de parler sans rien dire, je dis, bon voilà. Ce mec ne devrait même pas parler de mandat d'arrêt. Bon. À part ça, à part l'explication politique que je suis en train de donner là, il y a la dimension, comment dire, juridique de la donne. Et beaucoup d'avocats en ont rigolé à en perdre des dents, tu vois. Les juristes qui s'y connaissent. En matière de mandat d'arrêt, en perdre des dents. Eux-là qui devraient être poursuivis, c'est eux qui poursuivent les gens. Leur tour arrivera. Bien, et beaucoup disent que Ford ne franchira pas le cap de 2025. Je l'espère. Êtes-vous de cet avis? Je ne suis pas madame Latine, je n'ai pas de boule de cristal, mais... vous êtes un voyant. Mais quand je verse l'eau, tous les samedis matins, je fais des libations pour ça, pour qu'il s'en aille. Pour qu'il s'en aille. Enfin, c'est le souhait de nous tous, hein, qu'il s'en aille, qu'il ne franchisse pas ce cap-là. Nos voisins connaissent un bien-être enviable. Aujourd'hui, 1er août, c'est la fête nationale du Bénin. Les vidéos ont circulé. Oui. Le chef d'État symbiose avec la population. Causerie avec des Béninois. Échange constructif, immixtion parmi la foule. Et tout.
tu vois le paysage urbain, même de Cotonou, a été révolutionné de fond en comble. Et chez nous, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Il est temps que les Togolais espèrent aussi à un peu de bien-être. Tu as parlé comme si, un instant, je ne sais pas si je peux retrouver ça ici. Et... oh bon Dieu. Un instant. Oh non. Actuellement, j'avais écrit un poème pour demander, comme vous le dites, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort. Je crois que le poème-là ne se trouve pas dans mon recueil. Je le cherche, peut-être qu'il est ailleurs, donc je voulais le lire. Bon. Donc c'est ça, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter, qu'est-ce que le peuple togolais a fait pour mériter un tel sort? Pourquoi il a mis la famille Gnassingbé sur notre chemin? Hein? Voilà. Merci. Revenons maintenant sur le cas des prisonniers, mon cher Tino. Aux anciens prisonniers tels que Molu Fadel Ouattara, Affection, viennent s'ajouter de nouveaux tels que Sativi et consorts. Et ceux arrêtés lors des récentes manifestations. Pourquoi, selon vous, force s'obstine à ne pas les libérer? Pourquoi un tel acharnement? On parle également d'amnistie générale pour tous les réfugiés. Malgré les appels dans ce sens, Faure fait la sourde oreille. Faure a-t-il peur du retour au pays de ses adversaires? Donc, il y a deux questions. Pourquoi il s'acharne sur les prisonniers? Pourquoi il ne veut pas les libérer malgré les appels? Et maintenant, la question de la non-libération des autres prisonniers, nous l'avons expliqué. Nous l'avons expliqué que c'est une tactique de division du pays. Il veut nous mélanger les uns contre les autres. Mais ça ne marchera pas parce que nous avons lu clair dans ce jeu. Et même si nous posons la problématique, puisque chaque problématique doit être posée, nous verrons toujours à avoir les mots habiles d'écrire ça sans offenser une quelconque frange de Togolais que nous sommes. Parce que notre pays est uni de Djanka, territoire trop petit pour souffrir les germes de la division. Il faut être totalement irresponsable pour continuer de diviser ce petit pays-là. Ouais. Il faut vraiment ne pas aimer le Togo et ses habitants pour jouer au jeu de division. Je ne comprends jamais pourquoi on devrait nous diviser les uns contre les autres. Mais c'est une arme que le régime d'ailleurs est un régime néocolonial. D'aucuns affirment que le Togo, l'indépendance du Togo a été bannie, a été supprimée avec la mort de Sylvanus Olympio et que le pays n'est pas indépendant. Donc, les méthodes de division là, le régime les a tout simplement transposées de la main du colon. C'est une transposition du colon au néocolon qui gouverne le pays depuis bientôt 60 ans. Voilà. Et nous ne sommes pas divisés. Notre pays n'est pas divisé. Nous ne voulons pas être divisés. Donc, ceux qui jouent au petit malin de la division, ça a marché pendant quelques temps. Ça a marché pendant quelques décennies.
Mais les Togolais ont compris. Moi, ça me donne beaucoup de joie lorsque je vois sur les réseaux nos compatriotes du Septentrion produire une analyse politique totalement lucide, totalement épurée de toute considération régionaliste ou ethniciste, et tout ça, ça me réjouit beaucoup. Ali, tu sais, moi, pendant ma scolarité, je vais dire ceci aujourd'hui que je n'ai pas l'habitude de dire publiquement. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je l'avais dit une fois lors de notre procès le 21 septembre 1986 au Togo, que mes deux meilleurs amis au lycée étaient tous des Kabyles de Pia. Chalim Binoué, c'est une fille, Chalim Binoué, je ne sais pas où elle vit aujourd'hui. Elle est de Pia. La famille, quand on dit Chalim, tu sais ce que c'est? Oui, oui. Il y avait Chalim Chakoza, l'ancien ministre à l'époque. Ils sont de Pia. Et il y a l'autre deuxième Chalim avec lequel j'ai changé un sobriquet, Distorsion. S'il m'écoute, si un jour il écoute cette bande, je lui envoie un salut fraternel. Chalim Distorsion et Chalim Binoué. Voilà mes deux amis au lycée. Et j'ai eu beaucoup d'amis, mais Chalim Distorsion dont je te parle, je n'ai jamais rencontré un copain aussi convivial, aussi jovial, aussi franc que ce mec. Donc, les Togolais ne sont pas tribalistes. Le tribalisme nous a été imposé comme un instrument de division politique au Togo. Oui. Tu vois, on peut choisir un compagnon, on peut choisir un ami en fonction de son caractère, de la manière dont il s'amène, de la manière dont il vit, de son hygiène et tout. On peut choisir un ami. Mais on ne peut pas choisir un ami en fonction de son village. Voilà. Donc, l'amnistie dont tu parles pour permettre aux Togolais exilés de force, aux exilés volontaires, aux gens qui sont excessivement craintifs, sachant que au Togo, la règle de l'arbitraire ne connaît ni la chèvre du roi, ni la chèvre du notable. Le coup peut tomber sur tout le monde à tout moment. Dans un pays où règle l'arbitraire, personne n'est à l'abri. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Togolais. Même ceux qui ne sont pas politiquement actifs, ils ne sont pas excités à l'idée de venir au Togo, de revenir au Togo. Ils préfèrent un peu les pays périphériques là, du Togo et tout ça. Donc, une loi d'amnistie générale permettrait à notre cher pays, si émacié, de pouvoir regagner en vitalité. Cette sève vivifiante-là, qui va nourrir le corps social de notre pays, ne peut être que bénéfique. Parce que beaucoup de gens ont acquis des compétences. Beaucoup de gens ont acquis des moyens, des capacités de production qui aujourd'hui se trouvent totalement non exploités. Du fait que le pays n'est pas un pays qui fait rêver. Merci mon cher Tino. À la clôture de lutte des Evala, M. Akuselelu Bojona a traité ses concitoyens de chiens qui aboient sur le lion inébranlable. Alors qu'on sait que ce sont ces concitoyens-là qu'il avait soutenus lors de ce déboire avec le lion. Que vous inspire cette déclaration du conseiller à la présidence que M. Bojona? Que ça m'inspire? Oui. Je n'ose pas dire, je n'ose pas parler de mépris. Parce que personne, aucun humain n'a le mérite d'être méprisé par un autre humain. Mais j'éprouve un grand dégoût, un grand sentiment de gâchis. Parce que
quand on a touché le fond, normalement, comme lui l'a été, on revient avec un autre niveau de conscience pour soi, une conscience pour la chose publique, et puis autour de laquelle est construite les méthodes d'opérabilité ou bien d'opération de cette armée. Mais les méthodes de fonctionnement, les méthodes opérationnelles de l'armée togolaise nous laissent penser que c'est une armée qui est juste vouée à protéger le pouvoir de la famille Gnassingbé. En tout cas, son fonctionnement, depuis que nous la connaissons en tant que corps constitué, en tant que corps armé, tout ça, ne nous laisse aucune chance de penser que c'est une armée qui est soucieuse de l'intérêt des populations, de la protection des populations, de leur intérêt, de leur bien-être. Donc, ils sont là pour c'est des chiens de garde du système dictatorial. Et c'est lamentable. Et voilà un des grands chantiers qui attend les prochaines générations, les prochains décideurs du Togo. Le Togo doit avoir une armée nationale. Il faut le dire. Il faut le dire que nous devons avoir une armée nationale dont la composition soit le reflet du dosage ethnique de notre pays. C'est cette réalité-là qui fait que dans les pays autour de nous, il y a des armées nationales capables d'agir quand la situation interne du pays est extrêmement dégradée. Et je vais citer l'ancien président John Jerry Rawlings, paix à son âme, qui disait que lorsque les hommes politiques et les juges s'allient pour opprimer le peuple, alors là, que l'armée a le devoir patriotique impérieux de renverser cette injustice. C'est ça, oui. Il a dit, ça c'est une vérité immuable et universelle. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Et c'est ça ce qui se passe chez nous. Mais continuons de croire que même dans les règles les plus cimentées, les plus comment dire, le mot m'échappe, dans les situations où on pense que la messe est dite, rien n'est plus possible, aucun retour en arrière n'est plus possible. On peut toujours avoir la chute d'une digue quelque part. Moi, je continue pas à penser que notre armée n'abandonnera pas le pays dans le gué, comme on dit. Et tout le temps. Et qu'il arrivera un moment où quelques officiers conscients ça suffit comme ça. Donc ça suffit. On en a fait. Changer le cours de notre destin. Parce qu'une poignée de personnes n'ont aucun droit de confisquer le destin de 9 millions de Togolais. Ouais. Merci mon cher. Et il y a un fait qui indigne actuellement les musulmans et les catholiques au Togo. Pourquoi? Hier même, j'avais fait un live sur ce cas-là, sur cet événement. Il y a un imam du nom de Imam Sabiti, qui fait ses prêches. Il est un imam d'une mosquée à Lomé et il fait ses prêches. Il dit aussi ce qu'il pense de la situation sociopolitique au Togo. Et dans ses prêches, il lui est arrivé de dire que bon, nous sommes tous des Togolais et que nous devrions être traités de la même
manière. Pourquoi certains s'arrogent le droit de s'autosuffire au détriment de la grande majorité de la population togolaise. Voilà. Donc, dans ses prêches, parfois, il dit ça. Et il avait même dit que les Kotokoli aussi ont des enfants. Et quand vous avez des enfants, vous souhaitez que vos enfants aillent à l'école, qu'ils deviennent quelque chose plus tard. Et ces enfants aussi peuvent aspirer à être chef de l'État un jour. Il l'a dit. Il y a un autre imam, Imam Hassan. Lui, on le lui reconnaissait depuis des années et il a fait l'objet d'arrestations, de menaces. Il avait été même arrêté et en 2023 ou bien début 2024, il avait été convoqué par des chefs traditionnels et en fait un carteron d'éléments du parti au pouvoir, c'est-à-dire UNIR. Et il avait été publiquement humilié. Et les vidéos, enfin, quelqu'un a pris le malin plaisir de filmer et les gens regardaient ça partout, comme nous le faisons actuellement, comme les gens nous regardent. Donc, Imam Hassan aussi avait été publiquement humilié, je peux dire internationalement humilié. Les insultes, tout ce qu'on disait de lui, j'ai une de ces vidéos ici que j'ai jouée hier. Il dit, un imam qui n'est pas capable de dire à un ministre que ce que tu fais là, c'est pas bon. Un imam qui n'est pas capable de dire à un président que la voie que vous avez empruntée là, ça ne va pas dans le sens du peuple. Un imam qui n'est pas capable de le dire n'a qu'à arrêter de prêcher. Il n'est pas un imam. Il l'a dit. Donc c'est pour ça que Hassan avait été plusieurs fois humilié. Il avait été menacé de mort. Et lui aussi, on lui avait interdit d'aller dans sa mosquée, de ne plus prier avec ses fidèles. Et c'est la même chose qui vient d'arriver à l'imam Sabitiou. Il a été convoqué le 23 juillet passé chez le préfet à Lomé et il lui a été intimé l'ordre de ne plus tenir aucun propos, de ne plus prier, de ne plus prêcher, de ne plus, enfin, être devant ses fidèles. Et le 26, il a été convoqué devant l'Union musulmane, parce qu'il y a une organisation qui est l'Union musulmane. Et donc, il a été aussi convoqué là-bas. Il a été sermonné copieusement. Il ne devrait plus faire ses prêches jusqu'à nouvel ordre. Hier, j'avais fait un live à ce propos. Tellement choquant. Hein? Tellement choquant. Oui, pardon. Je dis, c'est tellement choquant, ce genre de... Voilà. Pourquoi j'amène ça? C'est que c'est toujours la problématique de deux poids, deux mesures. Au même moment, vous vous souvenez, la conférence des évêques a dit quelque chose, a indexé le régime, le gouvernement, oui, pour la gestion des affaires de l'État.
Oui. La conférence, les évêques n'ont pas été inquiétés. Il y a des prêtres qui, dans leur église, parlent de la même chose. Aucun prêtre n'a été inquiété. Plusieurs. J'ai vu un autre qui, à son 70e anniversaire, s'est adressé au chef de l'État ouvertement. J'ai vu la vidéo aussi. Voilà. Tous ces prêtres ou ces évêques-là, personne n'a été inquiété. Alors moi, je me pose la question. Pourquoi le régime s'acharne sur les Kotokoli, sur les imams, qui ne disent pas autre chose que ce que les évêques ont dit, ce que les prêtres disent? Voilà, j'ai voulu amener ça ici pour qu'on en parle. J'ai pas beaucoup à dire là-dessus, mais j'ai saisi quand même un certain point clé dans l'attitude des persécuteurs, de ceux qui persécutent les autorités musulmanes, qui osent ne serait-ce que faire allusion à l'injustice sociale ambiante qui règne dans notre pays, qui est érigée en règle de jeu dans notre pays. Un régime dictatorial illégitime est un régime prédateur. Et un régime prédateur se comporte exactement comme une bête prédatrice. C'est-à-dire, il s'attaque à l'animal qui lui semble être le plus vulnérable. Il s'attaque de préférence à l'animal qui lui semble vulnérable. Donc, l'organisation cléricale, le clergé et tout ça, l'église et tout ça, le régime sait que ils sont solidement adossés au Vatican. Tu vois, on les menace, bien sûr, mais il y a une forme de menace plus douce, plus insidieuse qu'on exerce sur eux. L'intimidation, peut-être les petites censures, on leur refuse peut-être des passe-droits pour les amener à collaborer. Mais dès que le régime sait que un acteur religieux quelque part n'a pas une grande institution à laquelle il est adossé, il est plus vulnérable. On le prend tout de suite. On l'agresse vivement. Et généralement, ceux qui font ça, comme l'a si bien dit Amron, d'abord, c'est ceux qui veulent protéger leur pain, leur privilège. Quelquefois, ils le font aussi pour juste plaire à un supérieur, à quelqu'un qui est plus haut placé dans la hiérarchie, histoire de consolider leur position. Ils ne le font pas forcément sur recommandation de l'autorité politique. Ils le font de façon personnelle et ce sont des zélés, des zélateurs. Et contre cela, moi je vais préconiser une démarche que pour ceux qui se connaissent un peu dans l'histoire du culte musulman et tout ça, doivent s'organiser pour saisir l'Arabie Saoudite, par exemple, le haut lieu quelque part, l'instance le plus élevée, comme Rome, comme le Vatican pour les chrétiens. Il faut les saisir de tous ces abus-là, commis par les autorités politiques togolaises. Et quand ils sauront ça, peut-être que désormais, ça va protéger un peu les imams. C'est une idée qui m'est venue comme ça, juste à l'instant où je t'entendais dérouler